Salut Vanessa. Salut. Merci d'être venue faire cette interview. C'est trop cool, merci de m'inviter. Est-ce que pour commencer, tu peux nous décrire un peu ton parcours que tu as, parce qu'on te voit beaucoup sur internet aussi en tant que comédienne, mais tu as surtout un parcours de prod. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, j'ai toujours beaucoup de difficultés à résumer un parcours absolument absurde de vie qui m'a emmené là où je suis maintenant, mais que ça n'a pas vraiment de sens en fait. Pour moi, tout a commencé par une rencontre. Et en fait, j'ai commencé à prendre des cours d'impro dans mon lycée. D'accord. Donc j'ai commencé par l'impro en fait, au départ, et ça a un peu changé ma vie, d'autant qu'une personne a rejoint le cours d'impro qui s'appelait Davy Maurier. Donc c'était il y a 16 ans. Et on a commencé à faire de l'impro ensemble, à bien s'entendre sur scène, et on est restés très potes avec Davy. Et ce qui fait que mettre un pied là-dedans, en fait, moi, j'avais pas du tout pour idée ni d'être comédienne, ce que je ne suis toujours pas, mais on en reparlera peut-être plus tard, mais en tout cas de jouer ou de faire de la prod, je savais même pas ce que c'était. Enfin, pour moi, les films, c'était ce que je regardais avec ma sœur, mais je m'étais jamais dit. Enfin, pour moi, c'était Cannes, quoi. Enfin, ouais. Voilà, c'était ce truc-là. Et en fait, de commencer par la scène, en fait, avec Davy, je me suis dit putain, c'est quand même vraiment trop cool, en fait, de faire ça. J'ai commencé à faire des études qui n'avaient rien à voir parce que je suis partie pour faire des études de sciences politiques au début. D'accord. Et qui m'ont bien foutu en dep, en fait, parce que tu passes vraiment ton temps à faire des cours d'anthropologie de la guerre, de polémologie, donc ça c'est la stratégie guerrière, théorie des crises internationales, enfin tu vois, genre tu sors de tes cours, tu sais, t'as 18 ans et tu fais, je suis tellement malheureuse, putain, les êtres humains sont tellement méchants, c'est terrible. Mais t'avais déjà comme projet à ce moment-là d'aller vers la vidéo ou... Non, okay, pas du tout, je voulais être à ce moment-là. C'est juste une passion que t'avais à côté, mais... Ouais, voilà, je faisais l'impro à côté, même à Lyon quand j'étais à la fac. Je faisais à côté ou jouais dans des vidéos de Davy dans le collectif Une case en moins, parce que lui, il a commencé vraiment les vidéos hyper tôt sur Internet. Je crois que c'est le premier d'ailleurs avec Poulpe. Okay. Et en fait, c'est vraiment à Sciences Po où je me suis dit, je vois pas. Enfin, merde, je voulais être responsable import-export dans les PME, PMI. Je sais même pas ce que ça veut dire, mais je voulais faire ça. Je sais pas du tout ce que ça veut dire encore maintenant. Et je me dis, merde, il y a un problème en fait. Moi, j'ai vraiment envie de faire des blagues en fait. Au fond de moi, je pensais que je voulais être comédienne. En fait, pas du tout. Et toujours pas, du coup. Et en bossant de plus en plus sur les festivals ou avec des boîtes, des compagnies de théâtre ou des trucs comme ça, je me suis dit, ouais, c'est vraiment ça que je kiffe. J'aime mettre en œuvre des choses, en fait. Donc, je sais, c'est un peu confus, ce que je dis, mais... Non, on suit. On suit. Après avoir validé ma maîtrise en Australie, j'ai bossé dans un théâtre en Australie où j'étais régisseuse plateau et prod, en fait, dans un théâtre complètement absurde, off-Broadway, où en fait tous les techniciens étaient un peu les comédiens, on faisait tout avec des bouts de ficelle égale Internet en fait. Enfin, tu vois. Je valide mon master dans ce théâtre en fait de Melbourne. Je rentre. Et donc, master en quoi? Parce que rien à voir en avec gestion culturelle. D'accord, gestion donc, culturelle. Production, donc, mais gestion culturelle. Okay, en fait, plus chargée de prod, spectacle vivant, compagnie de théâtre en fait. Moi, et t'as commencé ça en France? J'ai commencé du coup en Australie. En fait, j'ai validé mon diplôme là-bas et après j'ai été un peu embauchée, pas en intermittence parce qu'ils n'ont pas ce système-là, mais un peu en pige où je me retrouvais à faire la lumière sur les pièces. D'accord. Donc t'es passé par la lumière aussi. Ouais, j'ai fait un peu des trucs, mais c'était un peu improbable. Et puis il y a un côté en Australie où on te dit tiens, t'as envie de faire ça? Tu fais ouais, carrément. Ouais, ça marche. T'es super. Ah ouais, mais ça c'est génial, tu vois. Et c'est un truc que j'ai vachement gardé moi après dans ma manière de bosser avec les gens. Je rentre donc de ce beau pays qui est l'Australie après m'être mis énormément de caisses dans un van à un moment donné sur la côte est, n'est-ce pas? Et je me retrouve à bosser en Corse. D'accord. Un énième grand écart. Pendant que je faisais mes études, j'étais serveuse en fait l'été en Corse, dans une résidence d'artistes. Et en fait, à mon retour d'Australie, je suis serveuse, encore là-bas, parce que j'ai pas de thunes. Et le boss de cette résidence d'artistes me dit tiens, t'es serveuse, mais toi t'as fait une maîtrise de gestion culturelle, tu veux pas devenir administratrice de la résidence d'artistes? J'ai fait d'accord. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Donc en fait, ça m'a permis de faire des armes dont j'ai en fait compris les bienfaits vachement plus tard en fait. Mais tout ce passif de serveuse, de régisseuse chelou dans des théâtres absurdes ou de musique classique baroque, en fait tout a été... en fait c'est comme si quand j'ai fait de la production audiovisuelle, tout s'était rassemblé dans un puzzle, tu vois. Et en fait je reste là-bas donc, pendant 4 ans. Et Davy m'appelle, me dit... donc Davy, on est toujours resté hyper en contact, on s'était revus... moi j'étais rentrée exprès de Corse pour tourner la saison 3 de Nerds, parce que je suis la maman de Régis Robert. Et il me dit, on lance une émission qui s'appelle le Golden Show. On en chie là en fait au niveau, enfin on fait tout nous-mêmes, c'est galère, machin et tout.
tu pensais démissionner, pourquoi tu viendrais pas avec nous? On se connaît depuis 1000 ans, enfin, ça serait tellement logique, en fait. Je fais d'accord. Et je me suis retrouvée dans la cave d'Ankama, puisque Ankama finançait le Golden Show, avec Poulpe, François Descraques, que je rencontre à ce moment-là, donc Davy, Rémi Argot, qui est au lycée avec moi en Ardèche et qui est le cadreur, chef-op, monteur historique d'Internet français, Clément Morin, ingénieur du son mythique de l'Internet français, et Flaubert, qui rentre en même temps que moi et qui est notre stagiaire. Donc on se retrouve en fait tous les 6, du coup, dans cette cave du fin fond du 11e arrondissement de Paris. Et on a passé 1 an, H24, donc à faire le Golden Show. Et c'était assez rigolo parce qu'en fait, moi, que je suis arrivée, parce que je disais quand même à Davy, mec, j'ai jamais fait d'audiovisuel, en fait, c'est quand même un peu tendax, quoi. Et il me dit, mais non, mais t'inquiète. Et au début, François me parlait de kino, de mandarine et tout. J'étais là genre, putain, en fait, je me dis, merde. Est-ce que je vais être l'espèce de gros boulet qui va ramener vraiment des mandarines en disant, tiens, tu veux une petite compote d'agrumes? Enfin, genre, horrible, horrible. Et en fait, tu te rends compte que la production, c'est beaucoup de bon sens. C'est beaucoup une question de terminologie. Et qu'en fait, il faut juste choper le vocabulaire de l'ère d'activité. Donc l'audiovisuel, je n'avais pas. Et en fait, t'apprends. Et après, faut pas... moi, je sais que j'ai absolument aucun problème à dire que je ne sais pas quelque chose. Vraiment, j'ai aucun problème à dire que je ne sais pas et que je ne suis pas compétente, mais que je suis hyper OK pour apprendre. Donc en fait, je bombardais François de questions. François, Davy, Poulpe, Rémi, tout ça, je leur disais c'est quoi un HF, c'est quoi un machin, c'est quoi un truc. Et du coup, j'ai fait une espèce de formation accélérée Golden Show où moi, du coup, j'étais... il m'appelait la fille. Donc je faisais genre les costumes, le maquillage quand on n'avait pas de gens pour le faire, la déco, assistante réal, prod, les décors, la régie. Et en fait, j'ai tout appris. Et sans formation, en fait, du coup. Je n'ai pas du tout de formation en prod audiovisuelle. Et en fait, je me suis rendu compte, moi, en mettant en place des outils, parce qu'en fait, tu as besoin d'énormément d'outils en prod, de tableaux Excel, de choses pour t'organiser. En fait, moi, je savais pas que feuille de service que ça existait, un plan de travail, un truc comme ça. Et en fait, du coup, je l'ai fait à ma manière. Et en fait, je commençais à envoyer aux garçons et François me disait, en fait, t'as fait une feuille de service. Je fais, ah, ça a un nom. Et en fait, tu vois, c'est que du bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas eu besoin de l'apprendre, c'est juste une logique de convoquer des gens, de faire des plans de travail, de créer des tableaux Excel. Tu te rends compte que tout est standardisé, qu'on a tous les mêmes, au final, mais qu'en fait, tout le monde l'a créé soi-même, quoi. Donc ouais, ça c'était le Golden Show, la meilleure école. Une grosse partie de mon cœur est restée dans cette cave. Et tu penses que c'est... Parce que du coup, tu as dû bosser quand même avec d'autres personnes, même peut-être tu as recruté des gens en prod. Est-ce que du coup, tu cherches des profils comme le tien, qui ont un peu touché à tout, ou tu cherches aussi des gens qui auraient fait des écoles de prod? En gros, est-ce qu'on peut apprendre d'une école tout ça, ou est-ce que de toute façon, il faut l'expérience de terrain pour vraiment se rendre compte En fait, chaque prod a son profil. En fait, j'en suis persuadée, effectivement, si là on fait une énorme ellipse dans le temps, à la fin, j'avais énormément de personnes avec moi en prod, j'avais une vraie grosse équipe de prod. Il n'y a pas une de ces personnes qui a le même parcours. Donc en fait, tu n'as pas vraiment de profil, donc je ne cherche pas forcément des gens comme moi. Par contre, effectivement, moi, en venant de complètement nulle part, je ne ferme absolument pas la porte au profil atypique. C'est-à-dire que, effectivement, moi, tout le début, formation, quel diplôme t'as, c'est le truc que je vais regarder en dernier. Mais après, tu veux voir les expériences plutôt que... Moi, je veux voir les expériences et même les expériences absurdes. Enfin, c'est-à-dire que même tous les tafs que tu as fait quand tu étais étudiant, pour moi, c'est hyper important. Ça veut dire que la personne a conscience du travail, sait aussi où elle va. Ça en dit vachement sur une personne, en fait. Donc les recrutements, moi, je mets un énorme soin à le faire parce que c'est des gens avec qui tu vas être quand même H24. Donc il faut essayer de le faire bien pour que tout le monde soit à l'aise, tu vois. Et dans les recrutements, nous, on prenait toujours quelqu'un qui allait bosser directement avec la personne. C'est-à-dire que tu recrutes un stagiaire post-prod ou un assistant de post-prod ou des choses comme ça. Tu prends la personne qui chapeaute un peu ce secteur, d'autres collègues, parce que moi, je ne vais pas forcément travailler directement avec cette personne-là. Donc toutes les décisions de recrutement ont toujours été collégiales. Toujours. Ça a toujours été fait. Si un membre de l'équipe me disait non, moi, quand il a dit ça, je pense que ça va pas avec nous, notre manière de faire. À un moment donné, ça va être compliqué. Je me disais, ok, même si moi je l'aimais bien, ok, ça marche. Enfin, ça matche avec tout le monde, Mais je suis persuadée, effectivement, pour revenir à ta question, que y a tu peux être prod en venant. Il n'y a pas de parcours, en fait. Ça dépend vraiment de tes rencontres. Et pour moi, c'est plus une question de volonté, en fait. Tu vois, à quel point tu as envie de faire ce truc. Et de t'investir à 100%, en fait. C'est presque un état d'esprit, la prod, en fait. Enfin, il y a
Il y a vraiment par exemple, Jennifer Faubert, c'est une chargée de prod de Studio Bagel. C'est une fille qui, vraiment, sur le papier, aucune expérience de prod du tout. Mais vraiment, genre, c'est moi à l'époque, quoi. Genre, un kino, tu sais pas ce que c'est, quoi. Et en fait, sa manière d'être, elle, c'était vraiment un truc d'énergie. Mais genre, la personnalité de la meuf, je me suis dit, mais elle, c'est vraiment une prod née, en fait. Elle a son truc à elle, donc elle a sa fantaisie à elle. Mais pour moi, c'était évident que cette fille avait ce profil-là de prod, quoi. Alors que vraiment, à la base, c'était pas prévu, quoi, dans son parcours. Et c'est quoi alors ce profil, si tu dois le décrire C'est sentir que tu peux gérer le projet, une énergie de pousser les gens à faire, d'organisation. Ouais, c'est une grosse capacité d'organisation, c'est une énorme rigueur, c'est beaucoup d'exigences. D'exigence envers tout le monde, forcément, envers soi-même et envers... Ouais, envers toi, envers les gens que dans ton équipe, les gens que tu manages, les gens à qui tu parles. Parce que tu parles vraiment avec tellement de variétés de personnes, entre les diffuseurs, les techniciens, les comédiens. Il faut savoir adapter son discours. Faut être hyper humble, parce que c'est un métier d'ombre, où on travaille beaucoup. Et on fait pas... Enfin, à la fin, finalement, tu as une ligne dans un générique, tu vois. Donc, faut pas avoir de volonté de reconnaissance absolue, en fait. T'en as par ton équipe, pas tout le temps, mais souvent t'en as par ton équipe, et ça suffit. Enfin, ton ego, il faut vraiment... Moi, je pose beaucoup cette question de l'ego en entretien, justement, même systématiquement, parce que si vraiment tu fais ça pour toi, tu vas te foirer en prod, c'est clair. Si vraiment tu le fais pour toi, en pensant au plan de carrière, plan de trucs, pour moi, tu t'arriveras, certainement, parce que... Mais pour moi, c'est une manière qui est complètement à côté de la plaque, en fait. Il y a un petit côté abnégation, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vraiment tu dors pas pendant des semaines et des semaines, et tu te dis, mais pourquoi, en fait, je dors pas? Mais parce qu'en fait, tu te rends compte que les scénaristes tiennent à leur bébé, les réals aussi, mais les prods aussi, en fait. C'est que t'as un truc, t'es trop content de voir dans les yeux d'un réal ou d'un scénariste ou d'un comédien qu'il est content de ce que tu lui as trouvé, de ce qu'il fait, de l'aider, tu vois. Et c'est là, en fait, où tu puisses ta reconnaissance, c'est dans les étoiles que vous avez, vous, les créateurs, en fait. Moi, c'est vraiment comme ça que je me rétribue, entre guillemets, tu vois. Il y a un truc trop beau de voir des étoiles dans les yeux des gens, c'est charmé, quoi. On va reparler de tout ce qui est prod en détail, en quoi ça consiste le métier. Mais est-ce que juste tu peux nous résumer un peu ce que tu as fait après le Golden Show? Alors, après le Golden Show, donc, il y a eu la naissance de Golden Moustache et de Studio Bagel, donc c'était après. Le Golden Show a largement inspiré tout ça parce que forcément ça a remis au goût du jour les formats sketch. En plus, entre-temps, l'époque du Golden Show, c'est l'époque Bref, Palma Show aussi. On était un peu les trois gros créateurs de cette société franc-maçonne en devenir, tu vois, entre guillemets. Et à la fin du Golden Show, en fait, moi, c'est la prod de Golden Moustache qui m'a appelée. Donc, ils étaient en train de créer ça. En fait, ils m'ont appelé, moi, tout bonnement, pour une très bonne raison, c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on n'était pas 36 et qu'en fait, ils se sont dit, OK, qui fait des sketchs, qui sait produire des sketchs pour le web, en fait, on va demander à Vanessa parce qu'elle a fait le Golden Show. Donc, en fait, ça s'est fait assez simplement comme ça. Et donc, je me suis retrouvée, encore une grosse escroquerie, à M6, donc Golden Moustache, en me disant, oh là là, putain, mais encore une fois, je dis que je sais faire, mais est-ce qu'on va pas me démasquer à un moment donné? Ah ouais, tu te sentais pas à l'époque tu t'es dit, on m'appelle pour un truc encore plus gros que j'ai pas encore fait. Bah ouais, t'as quand même ce truc un peu où tu te dis, tu sais, le Golden Show, vraiment, c'était un espèce de microcosme. C'est vraiment une société franc-maçonne dans une cave, tu vois. Donc on était vraiment 6. On avait un producteur, donc Ankama, mais qui ne lisait pas, qui nous faisait pas chier. On avait une liberté de fou. Enfin, tu vois, c'était. Et là, tu te dis, ah ouais, putain, c'est une boîte de prod qui se monte dans un diffuseur appelé M6. Ok, je vais faire la prod. Ouais, t'as un petit coup de stress, tu vois. Puis je pense il est hyper sain ce stress, hein, tu vois. Sinon, c'est horrible, quoi. Et du coup, je rencontre Vladimir Odionov. Et je lui raconte un peu mon expérience sur le Golden Show, donc c'est-à-dire que on fait tout, quoi, on fait tout nous-mêmes, que je me suis retrouvée à coudre la casquette d'Alexandre Astier dans, je sais pas si tu l'as vu, Street Fighter, Confession intime Street Fighter. Bon, il y a Alexandre Astier qui a une casquette, j'ai passé ma nuit à coudre ça, je sais pas du tout coudre, enfin genre, tu me vois dans les making-of, tu me vois sur le cul d'Alexandre en train de bidouiller avec des épingles à nourrice son costume, tu sais, qu'on a fait la nuit, enfin genre... Et donc je raconte ça. Moi, tu passes vraiment par toutes les étapes. Ah, mais vraiment. Après, tu sais de quoi tu parles quand tu parles de costume, quoi. Voilà, et voilà. Ça, on en reviendra plus tard, mais c'est hyper important d'être passé à tous les postes, en fait. Et donc, on discute avec Vladimir, et il me fait, OK, go, on y va, quoi. Mortel.
Et donc eux, ils constituent un pool de quelques personnes, je crois qu'ils sont une dizaine. Donc il y a Raph à ce moment-là, Vincent, il y a même Slim au début, Flaubert qui arrive aussi après, plein de gens, en fait, il y a plein de gens. Et on commence à faire la prod des premières vidéos. La vidéo de lancement Golden Moustache, c'est le jour où la Terre s'ébranla, donc de Raph. C'était pas encore sur E4 à ce moment-là, celle de Raph. C'est la première de Golden ? Ouais. D'accord, ok. La première, c'était le jour où la Terre s'ébranla. Okay. Ils ont lancé la chaîne avec ça. Et Bagel, c'était Bagelfield, la première. Donc, je crois que ça s'est lancé à quelques jours d'écart. D'accord. Et donc, je me retrouve avec Raph, que je connaissais quand même du Golden Show et du Visiteurs du Futur saison 3, parce qu'il y avait aussi ça à l'époque. Et on se retrouve à être H24 ensemble, tous les deux. Et en même temps, on tournait aussi, je me souviens, c'était une session où on tournait le jour où la Terre s'ébranla et les premières vidéos de Franchement, de Vincent Tirel. Et on fait le truc où là, j'avais pareil, pas de costumier. Donc j'étais costumière, maquilleuse, déco, access, régisseuse, assistante réelle, prod. Et puis après, ils ont donc vu que le pool de base où il y avait énormément de gens, c'est un peu restreint à la fin. Et il restait notamment ces 4 gars donc, sur E4. Ouais. C'est devenu sur E4. Et donc, du coup, il y a eu, c'était ça en fait, à cette époque-là. La saison 1 de Golden Moustache, c'était beaucoup sur E4. Et le Golden Show, en deuxième semestre, donc à partir de février. D'accord. Où là, du coup, j'étais plus en interne, moi, à Golden Moustache, puisque c'était Alexandre Astier qui produisait le Golden Show de la saison 2, diffusé sur Golden Moustache. Donc là, j'ai basculé, à ce moment-là, chez Alexandre Astier, dans sa production, qui s'appelle Régular, où du coup, j'ai rencontré des gens essentiels pour moi, et essentiels à ce que je suis maintenant, qui sont Agathe Saufer et J.C. Ambert. Agathe Saufer, c'est la productrice, en fait, c'est l'associée d'Alexandre Astier, donc c'est la productrice de Régular. Et Jean-Christophe Ambert, c'est le producteur exécutif, / directeur artistique, / bras droit d'Alexandre, en mise en scène et tout ça. Et en fait, ces gens-là, moi, m'ont permis, justement, quand je te disais que je suis arrivée à Moustache, je me sentais un peu quand même une merde et que j'avais vraiment peur, j'ai toujours peur de ce syndrome de l'escroquerie, mais ces gens-là, Agathe, c'est quand même, elle a quand même fait Kaamelott, Caméra Café. Ouais. Toi, tu vois, tu peux pas dire oui, moi aussi je fais des petits programmes courts. Toi aussi, ah ouais, c'est vrai, t'as fait Kaamelott, tiens, enfin tu vois, ok. Et donc j'y sais. Et en fait, ces gens-là, c'est eux qui m'ont permis de me sentir légitime. Donc ils m'ont pas adoubé, c'était pas un truc comme ça. Mais en fait, j'ai vu dans leurs yeux que j'étais à ma place. Et en fait, moi, c'est exactement ce qui me manquait à ce moment-là. C'était d'avoir des gens du milieu dont je respectais énormément le travail. Enfin, Kaamelott, quoi. Qui t'approuvent. Qui te disent, t'inquiète, enfin, on a hyper confiance en toi. Et en fait, ça m'a vachement rassurée de les avoir. Et je les ai toujours. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui... C'est comme mon parrain et ma marraine, en fait. C'est vraiment... Ils ont été hyper bienveillants avec moi. Et ils ont vraiment légitimé une partie de ma vie, en fait, quoi. Donc ça, c'était trop bien. Donc bosser chez Régular avec eux... en mode détente, puis eux, c'est très familial, c'est très internet, en fait, dans la manière de... Très artisanal, en fait. C'est pas internet, c'est très artisanal. C'est très familial, c'est très simple, il y a très peu de stratégie, en fait. C'est juste, on est content, on a envie de bosser sur des textes, c'est trop bien, vas-y, on le fait, c'est chambé, quoi. Donc c'était vraiment génial d'être là-bas. J'ai appris plein de choses, aussi. Et après, donc, fin de la saison de Golden Moustache, Poulpe... me présente à Lorenzo Benedetti, qui est le créateur de Studio Bagel. On se rencontre avec Lorenzo et ça se passe hyper bien. On s'entend hyper bien et tout, on se dit ok. Il me dit écoute, là on va partir sur une quotidienne en télé qui s'appelle Le Dézapping. Donc voilà, il y aura une quotidienne en télé, on lance les tutos, donc le pilote avait été fait sur la saison 1 de Studio Bagel. Enfin, il y avait plein de trucs et tout. Et en fait, je me suis dit, encore une fois, j'ai fait déjà pas mal de sketchs. La télé, j'en avais jamais fait. Apparemment, j'aime bien être un escroc. Je me dis, je vais faire semblant de faire de la télé, de savoir-faire. Donc j'accepte la proposition de Lorenzo. Mais est-ce qu'au final, tout se rejoint pas? Enfin, les méthodes sont à peu près pareilles. Après, c'est plus le budget peut-être qui change. C'est aussi une terminologie. Hein. C'est un peu pareil quand je suis arrivée dans la cave du Golden Show où on parlait de kino. J'étais là, genre, c'est quoi? Je suis arrivée à Bagel, Lorenzo me parlait de PAD. J'étais là, oui, pas de problème, on va le livrer. Je me dis, un pas de taille, c'est quoi? C'est quoi un PAD, putain? Donc, un PAD, pour ceux qui ne savent pas, c'est un prêt à diffuser. C'est le livrable, ce qu'on livre à la chaîne ou sur Internet à la fin, quoi. C'est le produit fini, voilà. Et donc, du coup, je bascule chez Bagel.
Donc en fait, je passe de bureau à Neuilly à M6, où en fait Golden Moustache à ce moment-là est dans les bureaux d'M6, donc c'est Costard Cravate et compagnie dans les autres étages. Nous, on passe vraiment pour des gros gogoles du digital, quoi. Et en fait, je bascule à Bagel, où là, il y a un loft, où tout le monde est les uns sur les autres. Donc vraiment rien à voir, quoi. Et donc première saison chez Studio Bagel à ce moment-là, donc où, du coup, je prends le poste de directrice de production, qui est la première fois où j'ai le titre officiel à ce moment-là. Et du coup, je me mets à chapeauter toutes les chaînes Studio Bagel. Donc, il y avait Studio Bagel, la chaîne YouTube, le dézapping, les tutos étaient en production exécutive chez IDZ, Batégal qui s'est relancé, voilà, aussi en interne, enfin plein de d'autres projets. Donc, c'était quand même plein de choses à faire. Et toi, tu gérais tout ça à la fois? Ouais, tous les trucs à la fois. Le premier mois, j'ai pas dormi du tout. Parce qu'en gros, ça représentait à combien de vidéos par semaine ou... Le dézapping, c'était une quotidienne. Donc, ouais. Dézapping, c'était une quotidienne. Et de mémoire, le modèle de production, c'était qu'on tournait 4 jours, toutes les 2 semaines. D'accord. Donc, c'était un flux tendu. On écrivait, on tournait la semaine d'après, on post-produisait pendant qu'on écrivait la semaine d'après. Enfin, tu vois. Et ça a duré 2 ans. Une quotidienne, c'est vraiment... Même si le dézapping, quand on regarde, on a l'impression que c'est un fond vert, 3 perruques et 3 costumes, mais c'est... Je me demande si c'était pas un des trucs les plus compliqués que j'ai fait. Parce qu'en fait, il y a un truc de flux, déjà. Il y a un truc de livrable. Il y a un truc de validation. Quand tu es en télé, c'est plus du tout pareil. C'est-à-dire que tu dois faire valider des choses. Les montages, tu dois donc livrer ces fameux PAD, qu'ils arrivent à l'heure. C'est quand même 12 comédiens qui ont quand même des choses à faire à côté. Donc, c'est des plans de travail complètement fous. Très, très peu de temps, très peu de budget, parce que la télé ne nous donne pas des budgets de fous, en fait. Et donc c'est beaucoup d'astuces et c'est assez compliqué en fait à mettre en place. Parce qu'en plus pendant ce temps-là, tu dois développer la chaîne YouTube où là c'est des sketchs qui sont quand même plus produits. Ouais, il y a d'autres formats à côté. Où il y a d'autres formats à côté, ouais. Donc ouais, c'était un peu. Donc là, t'étais toute seule ou t'avais d'autres personnes qui t'aidaient? Le premier mois, j'étais toute seule. D'accord. Le premier mois, j'étais donc dire prod et assistante réal, / un peu régie, / machin nan. Heureusement, ce bon polo d'IDZ m'a absolument... Enfin, il a été trop chouette et il m'a aidé au début parce que c'était vraiment compliqué. Et après est venu le moment où on s'est dit avec Lorenzo, OK, il faut qu'on structure en fait, parce que sinon ça va pas marcher, quoi. Donc là, c'était un nouveau challenge pour moi, c'est-à-dire... De créer une équipe, quoi. De créer une équipe. Et Lorenzo, il a vraiment... c'est chouette de travailler avec lui pour ça, c'est qu'il te laisse complètement la liberté. C'est-à-dire que lui est producteur, lui, il considère que tu t'occupes de l'exécutif, donc de la fabrication. Il te délègue complètement le truc. Et donc ça, c'est hyper confortable comme position. Si t'as pas à faire valider tous les 36 trucs, il te fait confiance très rapidement, en fait. Donc du coup, moi, j'ai récupéré, à ce moment-là, Sarah Gélin, hyper important dans le milieu de la production sur Internet, qui est la personne qui avait fait Groom Service à Montreux. D'accord. À l'époque où moi j'y étais pour le Golden Show, elle y était avec Jérôme, Axel et Ludoc pour Groom Service. On s'est tous rencontrés à ce moment-là. On a tissé énormément de liens à base d'alcool à Montreux, non mais pas que, quoi. Enfin, on tournait des vidéos. J'aurais pas dû dire ça. Et du coup, avec Sarah, c'est un espèce de coup de cœur de prod, toutes les deux. On s'est hyper bien entendus. Et donc moi, je m'étais toujours dit, si un jour j'ai besoin de quelqu'un, je prendrai Sarah. Et donc c'est Sarah qui, très naturellement, est venue en tant que chargée de production à Studio Bagel. Donc avec Sarah Gélin, on s'improvise un peu DRH du truc. Et on se met donc à recruter des gens, des stagiaires, parce qu'on n'a pas encore de budget vraiment pour se staffer en permanent. Parce qu'on t'es obligé à un moment donné de dire où c'est que ça foire. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux te dire que ça foire partout parce que tu as besoin de 3 fois plus d'équipes, mais tu sais que tu n'as pas les budgets, donc il faut que tu trouves vraiment les moments, les points clés en fait, où vraiment ça coince en fait. Et là, il faut mettre quelqu'un. Puisque du coup, la prod, c'est ça, c'est optimiser un peu les ressources techniques, les ressources humaines, et mettre les bonnes personnes aux bons endroits, au bon moment en fait, tu vois. Et donc là, a commencé un peu un espèce de Tetris de prod / financement / comment on fait. Sarah est hyper exigeante aussi sur la qualité des prods. Donc ça, c'était l'hyper avantage, c'est quand t'as pas à dire à quelqu'un je te jure, là, il faut tel décor, faut vraiment le trouver. Jamais elle faisait genre, on s'en bat les couilles, en fait. On fait un chant contre chant. Elle comprenait très bien le level up, pourquoi il fallait à un moment donné aussi qu'on montre qu'on savait faire des trucs et tout. Parce que voilà, c'est quand même la 2e saison de Studio Bagel. On avait tous envie de faire des choses les mieux possibles. Et c'est ça qui était vraiment chouette à ce moment-là d'ailleurs, c'était que souvent les gens te disent « mais vous les prods, vous dites non, vous êtes des relous quoi ».
souvent les gens vont me dire, les dire prod, on peut pas les blairer parce que c'est les gens qui disent non. Moi, j'ai pas. Enfin, peut-être que dans les commentaires, les potes dites quelque chose, mais je pense pas que les gens peuvent pas me blairer, tu vois. Enfin, en tout cas, j'ai jamais eu de gros trucs, tu vois. Et au contraire, quand on dit non, c'est parce que vraiment on peut pas. Ouais. Avec Sarah et après les gens qui nous ont rejoints, Clara, Jennifer, tout ça, on a toujours dit, on fera le max. Et si vraiment on peut vous l'avoir, on l'aura. Mais si on peut pas, c'est qu'on a vraiment, on n'a pas pu. Donc ça, c'était chouette aussi. Ouais. C'est qu'on s'est jamais positionné en ennemi des créateurs. On était toujours dans l'accompagnement du truc. On avait autant envie que ça marche en fait. Donc voilà, donc ça c'est Studio Bagel, saison 1. D'accord. Enfin le début. Et du coup, il y a plein de postes, donc quand tu dis fallait structurer, fallait mettre des gens là où il y avait besoin, ouais. Finalement, est-ce que tu avais déjà en tête la structure d'une grosse prod, comment ça fonctionnerait avec... Parce que est-ce que tu peux nous résumer un peu on parle toujours, moi-même ça reste flou dans ma tête de qu'est-ce qu'une production déléguée, production exécutive, directeur de prod, le prod, enfin en quoi ils bossent ensemble et c'est quoi leur responsabilité? Ben, là, à ce niveau-là d'Internet, ouais. on est toujours pas dans le prod délégué, prod exé, dire prod, chargé de prod, assistant de prod. Ça viendra plus tard. Ça sera plutôt en saison 3 ou 4 de Studio Bagel. Ok. Mais effectivement... Mais du coup, même allons à ce moment-là. En fait, le producteur délégué, c'est la personne qui, en fait, souvent est à l'initiative du projet. D'accord. Et en fait, est responsable financièrement de la production, enfin du film, de la série, du cours, de ce que tu veux, quoi, de la pub, et qui du coup donc c'est lui qui gère le budget ou c'est lui qui apporte les financements, qui c'est lui qui va trouver les financements, qui va vendre le truc, qui va trouver comment ça va être viable, rentable si ça peut l'être, et qui surtout va être responsable de A à Z sur le côté financier, business du truc. Okay. Donc c'est Lorenzo. D'accord. Dans le cadre de Studio Bagel, voilà. Et après, le producteur délégué fait appel à un producteur exécutif qui, lui, sera en charge de la fabrication. Donc, il n'est pas responsable financièrement. Enfin, bien sûr que si, il faut qu'il tienne ses budgets. Mais c'est pas lui c'est pas la personne qui vraiment porte le truc. C'est la personne qui fabrique. Qui va concrétiser le projet. L'objet, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est un producteur exécutif qui, lui, embauche un directeur de production. Donc, le directeur de production, c'est celui qui va faire le budget. D'accord. Donc il va vraiment faire le devis et tout, mais tout en concertation avec le producteur exécutif. C'est-à-dire que le producteur, je sais pas, tu vas avoir un dire-prod qui va se dire que tel décor coûte trop cher pour ce que c'est, et tu as le producteur exécutif qui va te dire si, en fait, là, il faut ce décor parce qu'en fait, sinon, la vanne ne marche pas. Ou alors, le climax, on va pas le sentir, je te positionne dessus. T'inquiète. Le climax va pas se sentir, ou machin, il sait, il a la vision. Le producteur exécutif, il est très proche des scénaristes et du réel. Ouais. Il a la vision de ce truc. Le directeur de production, il va plus rendre pragmatique un texte. C'est-à-dire que tu lis un texte, il faut que tu le rentres dans un tableau Excel à un moment donné. C'est hyper important en fait, de juste savoir combien ça va coûter. C'est toi qui fais les contrats, tous les trucs juridiques aussi. C'est le donc qui s'occupe de créer l'équipe, de recruter les gens pour un tournage, etc. C'est le producteur exécutif, c'est le directeur de prod. D'accord. C'est le directeur de prod, toujours en concertation avec le prod exé. Okay. Le prod exé peut très bien avoir en tête, avec son réal, un chef-op, absolument. Ça ne sera pas le directeur de prod qui va décider. Enfin, tu vois, tout est une concertation. Le directeur de prod, c'est plus administratif, du coup? Oui. Ouais, ok. Clairement, c'est le bras droit du producteur exécutif en termes vraiment financiers, contractuels, juridiques, ressources humaines, en fait. D'accord, donc c'est lui qui fait les contrats pour les gens. C'est ça, les agents, s'il y a agents, des choses comme ça. Toutes les négociations avec les prestataires techniques, tout ce genre de trucs. D'accord. Et après, tu as des chargés de production, assistants de production, stagiaires de production, administrateurs de production. Après, le gros step Studio Bagel, pour tout le monde, ça a été le rachat par Canal+. Et là, du coup, c'est pareil, ça a été... c'est fou, quoi. Enfin, tu vois, il y a vraiment... Lorenzo nous l'annonce et tout, et on fait genre, waouh, on va dans la cour des grands quand même, là. Enfin, il y a un truc, t'es hyper content, c'est flippant en même temps, mais c'est genre... c'est vraiment le grand cousin qui vient de la ville, quoi. Tu sais, genre, tu vas squatter avec lui, t'es refait, quoi. Enfin... nous, notre génération, Canal+, c'est hyper important. Mais ça a changé beaucoup de choses en termes de budget, de prod et tout, ou c'était assez similaire finalement? Pas parti. En fait, ça a tout changé. Ça a tout changé, mais ce qui reste à changer n'est pas encore tout à fait changé. Ça veut rien dire ce que je dis, mais en fait, c'est juste que ce qui a changé, c'est que du coup, on est parti du loft qu'on avait. Oui, le bureau, on changeait. Le bureau, voilà. Et qu'on est parti à Canal+. Et que du coup, on s'est retrouvé dans une énorme boîte
avec plein de gens partout, une cantine, la cantoche quoi, la cantoche d'entreprise, tu vois, et que aucun de nous n'avait vraiment de culture d'entreprise, tu vois, de culture corporate, de trucs comme ça. Mais il faut greffer cette petite start-up sur un énorme groupe en fait. Donc c'est vraiment comme si tu avais toi un petit kayak et que tu le fous sur un paquebot énorme quoi, tu vois. Donc ça a pris du temps en termes d'administratif, de faire les liens, de greffer les trucs, de se greffer avec les services, aussi parfois de dire que t'es pas d'accord. Parce que c'est toujours envie de fonctionner de cette façon. Voilà, c'est toujours un peu impressionnant quand tu arrives à Canal+, et bah ouais, t'es avec des gens qui ont fait ce métier depuis 20 ans, même plus, tu vois, et que tu te dis merde, moi je veux pas qu'on fasse comme ça, tu vois, et que tu te dis, tu as toujours ce truc de l'escroquerie, mais en même temps, moi vu que je m'en branle, enfin, j'ai pas vraiment d'ambition, enfin, c'est-à-dire que je me disais, bah non, pour moi c'est logique qu'on fasse comme ça, donc après c'est pas l'imposer, mais c'est juste on en discute, mais moi même s'ils ont effectivement beaucoup plus d'expérience que moi, il n'empêche que moi sur internet j'en ai de l'expérience et qu'on peut en discuter quoi, pour trouver le meilleur process possible et le meilleur workflow en fait, tu vois. Donc en fait c'était des discussions hyper intéressantes avec les services de Canal, et donc là on intègre les locaux où on prend donc une partie du 4e étage de Canal, et donc là ça nous emmène à la saison 3 de Studio Bagel. Donc la saison 2, c'était vraiment un truc, le loft, on se structure parce qu'on a une émission en quotidienne télé, plus une hebdo qui est les tutos, plus les chaînes YouTube, plus tout le brand content, donc ce qui s'appelle toutes les pubs, qui est, peut-être qu'on en parlera après, mais qui est la base du business model très bancal d'Internet, parce qu'il n'existe pas encore véritablement. Et en plus, l'arrivée à Canal, donc l'entrée au capital de Canal+, l'arrivée dans une énorme boîte, à Boulogne-Billancourt, avec tous les process, les 36 000 niveaux de validation. Donc en fait, le back-office te simplifie beaucoup de choses, mais en fait, ça te rajoute aussi énormément de choses. C'est-à-dire que plus de validation aussi, à chaque vidéo, vous deviez publier, etc. Alors, pas de validation artistique. Ça, par contre, énorme liberté. Mais par contre, tu as des process en interne, comme dans toute boîte. Hein, M6, c'était pareil avec Golden Moustache. C'est qu'une note de frais, tu as des valideurs, tu as des responsables financiers. Donc c'est pas qu'ils te check vraiment, qu'ils te fliquent, mais il faut qu'il y ait quand même un mec qui clique et qui dise ok, je suis d'accord. Et ça monte carrément jusqu'à les hautes sphères, quoi. Ça prend du temps. Sauf que là, on est sur Internet, qu'en général, tu dois produire en 4 jours, quoi. Donc ça, c'était aussi compliqué de faire comprendre que nous, on a besoin, si on n'a pas la flexibilité, on est mort, en fait. Et qu'il faut vraiment... Qu'ils vous fassent confiance un minimum. Voilà, c'est ça. Ça a pris quand même quelques mois, ce qui est normal, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu pourrais nous résumer un peu comment ça se passe? Donc s'il y a un nouveau projet ou une nouvelle fiction dont tu dois t'occuper, comment ça se passe? Tu reçois le scénar et après, quelles sont un peu toutes les étapes? Tu vas être responsable de quoi? Pour que les gens visualisent bien un peu ce que c'est vraiment. Le taf. Alors, il y a plein. Alors, chez Studio Bagel, il y a plusieurs manières de travailler. Ça va dépendre des émissions. Mais par exemple, je vais parler du Tour du Bagel parce que c'est l'actualité de Studio Bagel. Donc, c'est l'émission de 20 minutes qui est diffusée à l'antenne sur Canal et après les sketchs sont diffusés sur YouTube. Là, en fait, ça fonctionne en pool d'auteurs. Donc, tu gères aussi tout ce qui est écriture en tant que prod, ou c'est vraiment où toi tu arrives après l'écriture? En fait, oui et non. Donc, en fait, on me pitch. Donc, c'est toi qui choisis les auteurs, etc. Par exemple, tu vas chercher de nouveaux auteurs, ou c'est plus Lorenzo, ou c'est sur le Tour du Bagel, en fait, il y avait parce que donc il y avait une organisation. C'est peut-être le moment en fait où je dois dire que j'ai quitté Studio Bagel fin décembre. Du coup, je suis partie fin décembre de Studio Bagel. Mais sur la première salve, donc septembre-décembre du Tour du Bagel, on fonctionnait en fait en trinôme, c'est-à-dire que moi j'étais productrice exécutive, Axel Malivernet est showrunner de l'émission. D'accord, ça veut dire? Alors, showrunner, il va décider de la direction artistique, scénaristique que va prendre l'émission. Donc c'est un directeur artistique, mais scénaristique. C'est ça. C'est vraiment la personne qui va vraiment être de l'écriture, au même sur les tournages, parce qu'il va faire de la direction d'acteur. Il va être aussi en montage. Donc il est au-delà de l'écriture, il est sur toutes les étapes de la production en fait. Donc c'est plus lui qui va choisir les auteurs, qui va. C'est ça. Donc Axel crée son pool. Et la troisième personne, c'est Ludoc, qui est directeur artistique et l'un des réalisateurs, et qui lui est garant sur toute la chaîne de production aussi de la qualité artistique, des montages, des prods, de la charte graphique, pour que ça soit homogène, parce que c'est une émission de 20 minutes.
Donc il faut que ça soit homogène. Quoi. Ouais. Donc là, on était en trinôme. Là, du coup, ça a changé depuis. D'accord. Mais c'était comme ça qu'on fonctionnait. Et en fait, le pool écrivait des pitchs à la base. Il se pitchait des trucs. Et en fait, moi, il me testait. Moi, j'étais le public témoin, tu vois. D'accord. Donc en fait, Axel, souvent, et ça me faisait rire parce qu'il me prenait des fois un peu entre deux portes. Il me disait, ouais, donc c'est l'histoire de machin, nan. Et en fait, il me balançait genre les 16 pitchs qu'ils avaient, on en garde 5, mais genre ils en écrivaient 16 en général. Et il me balançait tout comme ça, tu vois. Et en fait, il voyait ma réaction. Ou pas. Okay. C'est ce que dit Blake Snyder dans Save the Cat, tu vois, c'est qu'il dit que c'est en... faut absolument pitcher tes trucs. Ouais. Déjà, personne ne te verra ton idée, en fait. Puis même, quand bien même, on s'en branle, en fait. Enfin, c'est pas grave, t'en auras une autre. Et en plus, de pitcher sur quelqu'un, tu vois l'effet. Moi, je suis pas vraiment lambda parce que c'est mon métier, mais c'était un premier pitch, tu vois, et tu vois directement l'effet que ça fait. Et moi, vraiment, des fois, Axel me pitchait un truc, il avait dit 4 mots, j'avais compris. Parce que Blake Snyder, il le dit aussi, direct, tu comprends ce que ça implique, en fait. Ouais. Et je riais déjà avant qu'il ait vraiment fini le truc. Il y avait des trucs, mais c'était évident. Ouais. Et il y avait des choses où il me voyait faire... ou des trucs où je fais ouais pas mal mais bon, moi l'angle il est pas, enfin, et du coup on se testait un peu comme ça. Donc en fait mine de rien il me demandait l'avis sur ces trucs là. D'accord. Après il les écrivait, j'étais à toutes les étapes de la relecture quoi, V1, V2, VDEF. Et déjà à ces moments-là tu dis oula ça va coûter trop cher ou attention déjà, les gars ouais. Déjà, déjà à ce moment-là... C'est cool les gars, mais bah ouais, on n'aura pas le budget pour, donc c'est ridicule d'écrire dans ce sens-là. Bah c'est ça, autant des fois tu sais que tu peux feinter un hélicoptère dans l'arrière d'un Renault Trafic, tu vois que ça marche. Autant il y a des trucs, bah non en fait. Donc là t'es obligé de dire, ça te rend malheureux, hein, parce que toi aussi t'aimerais le faire, mais tu dis non mais les gars ça marchera pas. Et même si on trouve des plans B, ça sera cheap. Ouais. Là si c'est cheap, ça marchera pas. Donc il y a déjà un premier filtre à ce moment-là. Ils peuvent aussi, peut-être aussi, les auteurs te demander tiens, on a cette idée, mais on sait pas du tout comment le faire, ou si ça rentre dans le budget, et toi, avec l'expérience que tu as, de pouvoir dire ah bah si, on l'a déjà fait comme ça. Ouais. Ouais. Bah c'est arrivé, en fait, ça, Ludoc aussi le fait beaucoup, parce que c'est quand même le roi de ça, quoi. Et, de la bidouille. Ouais, voilà, c'est ça, de trouver des axes où il arrive sur un décor, c'était pas du tout prévu que ça soit un décor comme ça, et en fait, il va direct checker comme ça 3 axes, et ça va marcher, ça va faire la blague, comme on dit souvent, même si on aimerait ne plus dire ça, mais en tout cas... oui, on se dit, bon allez, là ça fait la vanne, c'est bon, ça a marché quoi. Mais oui, nous après, l'expertise de prod, c'est aussi souvent ça, c'est que tu as tellement tourné dans des décors différents, dans des configs différents, dans du jour, du nuit, de la pluie, de l'hiver, tu as à peu près connu toutes les galères possibles sur toutes les saisons que tu as fait avant. Ou si c'est pas toi, c'est les assistants ou les chargés de prod qui eux aussi ont 25 milliards d'anecdotes. En fait, tout le monde s'y met. Donc nous-mêmes, on leur propose des trucs à un moment donné, on propose des plans B, C, D, E, et si le F ça marche pas, on arrête quoi. Et donc une fois que le scénario est écrit, qu'est-ce qui se passe alors? On te le confie et... Alors une fois que le scénario est écrit et validé par la chaîne, parce qu'à ce moment-là il y a quand même une validation de chaîne, on est chez Canal, hein, donc c'est genre trop cool. Enfin, ils sont vraiment, vraiment patients. Quoi. Ils sont souples, quoi. Ouais. Ariel Saraco est juste incroyable. Et après, bah là, ça part en prod, comme on dit. Et commence cette espèce de grosse mascarade de post-it. Moi, je suis très post-it. Je suis très tableau Excel et très post-it. Où, en fait, dans le cas, par exemple, du Tour du Bagel, où en vrai, tu as 5 sketchs dedans, plus des liants qu'on appelle le fil rouge, qui est tout le temps dans le même lieu, mais qui, en fait, revient à 5 fois, pour rythmer, en fait, pour donner des respirations. Là, à ce moment-là, en fait, avec Clara Lesage, qui est la prod référente de ce programme, et qui l'est restée depuis que donc, je suis partie fin décembre, on fait un espèce de grand mur avec plein de post-it de couleurs, où on met les comédiens, leur dispo, on fait un espèce de croisement de Tetris pour voir est-ce que c'est jouable ou est-ce que c'est pas jouable. Et du coup, si c'est pas jouable, on demande des réécritures. Donc là, c'est toujours c'est le métier... Le métier de prod exé, quoi. C'est vraiment ça, c'est l'arbitrage en fait. C'est à un moment donné, tu dis, je peux pas en fait, là, le 8 minutes, on ne peut pas le faire, c'est mort en fait. Si on le fait, on va se vautrer. Donc sur quoi on peut rogner sans que ça nique l'action ou le scénario et l'intrigue. Comment on peut baisser? Est-ce que franchement le découpage, là le réal en question, est-ce que tu peux pas virer les inserts, aller plus vite? Est-ce qu'on peut pas le penser en plan séquence? Est-ce que vraiment, enfin tu vois? Donc là tu as toutes ces discussions là où en fait... Et du coup en tant que prod, tu as vachement de choix, que ce soit au niveau réel mais aussi écriture. Tu te parlais de Blake Snyder, donc tu as aussi lu des bouquins d'écriture, enfin tu t'es... Ouais. Bah parce que je trouve que ça fait partie c'est hyper important et que ça fait partie du métier de directeur de production et de prod exé en fait, de savoir de quoi tu parles en fait, parce que tu peux pas dire non à un réal si tu sais pas de quoi tu parles en fait, tu vois. Donc
c'est hyper important de savoir comment est construit une intrigue. Puis même après, à un moment donné, tu vas miser de l'argent dessus. Il faut quand même que tu saches leur dire à un moment donné que... Puis c'est un troisième regard aussi. C'est dire, mais là, vous êtes sûr, moi, ce perso, je le trouve chelou, quoi. Enfin, ou alors, genre, souvent, les rôles de pouvoir sont incarnés par des hommes. C'est souvent le cas. Et même moi, hein, tu lis un texte, tu as un rôle où il n'y a pas de prénom, tu vas imaginer une voix d'homme, c'est horrible en fait, qu'on en soit, tu vois, que toi-même, ton inconscient, il y a un truc comme ça, c'est aussi ton rôle en réunion d'écriture de dire, en fait, pourquoi c'est un mec là et que eux, ils disent, ouais, carrément, non mais c'est clair, bien sûr que oui, en fait, ça peut être complètement donc même niveau casting, tu peux complètement. Le casting, vraiment, de septembre à décembre, je le faisais avec Axel, où on se posait justement devant cet énorme mur de post-it. Quand on avait calé la prod, donc c'est-à-dire on savait que le plan de travail rentrait, c'est-à-dire que c'est pas 8 heures, mais c'est 15 heures de tournage, mais en tout cas, ça rentre. Et là, on se disait, OK, on voit qui, où, comment, est-ce que là, ça serait pertinent d'avoir un guest tiens, là, il y a un rôle secondaire tiens, est-ce qu'on mettrait pas telle personne? Ah tiens, moi j'ai vu machin sur scène, putain, mortel, il tape des phases là-dessus, c'est trop bien. Et ça, c'est une discussion avec le réal, avec les auteurs Ça, c'est... mais tout, nous, on fait tout... Enfin, Bagel, c'est très collégial, en fait. Il n'y a pas de petit pouvoir, en fait, donc, parce que c'est pas très intéressant et ça tue un peu la création. Donc c'était plutôt des discussions qu'on avait... où on se disait, ah putain, j'ai pensé à machin, t'en penses quoi? Carrément, mortel. Et tout le monde le fait un peu comme ça, collaboratif. L'essentiel, c'est que ça roule, en fait, et que le truc soit le mieux possible. Donc tout le monde met un peu sa main à la pâte, quoi. Donc ça, c'est l'étape pré-prod, ce qu'on appelle la réunion de pré-prod, quoi. Dès qu'on a fixé... Tu vois les dispos, tu choisis tous les comédiens, tu choisis tous les comédiens, tu fais l'ordre de tournage jour par jour. Les décors et grosso modo, tu convoques à ce moment-là ton équipe technique pour la réunion de pré-prod. Nous, en plus, on est en multi-réal sur le Tour du Bagel. Donc il y a plusieurs réals sur la même émission. Et donc là, en fait, Parce qu'il y a plusieurs trucs filmés en même temps le même jour, c'est ça? En fait, vu qu'on n'avait pas assez de budget sur l'émission, il a fallu trouver un tricks de prod. Et le tricks, ça a été qu'il y a un jour en double équipe. D'accord. Donc il y a 2 tournages en même temps à chaque fois. Mais du coup, ça double quand même l'équipe ou en quoi c'est rentable? Non, parce qu'en fait, tu mutualises des postes comme la régie, par exemple, les prods, mais du coup, les décors doivent être au même endroit, alors? Tout doit être au même endroit. Mais même les comédiens qui sont le matin peuvent jouer dans l'équipe B. Enfin, tu vois, c'est un espèce de... C'est un puzzle de fou, quoi. Et chaque économie de prix, de prise est vraiment bien, tu vois. Donc, c'était un des trucs qu'on avait trouvé pour compresser un peu tout, quoi. Et en fait, c'est pendant cette réunion de pré-prod où tu as toute ton équipe technique. Et c'est là où tu relis tous les textes, en fait. Et que tu fais vraiment le dépouillement avec tout le monde, costumier, accessoiriste, régie générale, chef déco, light, chef-op, tout ça. Donc le dépouillement, c'est tu lises tout ce qu'on aura besoin sur le tournage. C'est ça, quoi. exactement. Les accessoires. Et où tu poses toutes les questions de prod. Où là, donc, du coup, tu dois trouver des arbitrages. Parce que forcément, à un moment donné, chacun va essayer de défendre son truc, mais il faut trouver un espèce de truc qui va à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut sacrifier personne. Tu vas jamais sacrifier la lumière au profit des costumes. Il faut que tout le monde se dise, ok, bon, on aurait tous voulu mieux, plus, mais là, si on a ça déjà, on arrivera à s'en sortir. Il faut trouver ce consensus-là, en fait. Donc là encore, c'est un arbitrage que tu fais. Moi, j'adore ces moments-là, vraiment. Parce que je regarde toute l'équipe technique et je les trouve brillants, en fait. C'est vraiment des... plein de talents dans leur secteur. Mais c'est ouf. Mais en fait, je trouve ça... c'est incroyable. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, une meuf comme Marjolaine Vial, c'est la chef maquilleuse internet. Elle fait pas que ça, beaucoup d'autres choses. Mais c'est vraiment quelqu'un de brillant, en fait, dans son métier. Et en fait, je me souviens d'un truc sur un tournage du Golden Show, donc ça date, mais donc à l'époque, on était vraiment trop pas produit, tout le monde, on se rendait pas compte qu'en fait, que Internet, ça allait devenir ce que c'est maintenant. Et Marjolaine vient gratos, hyper gentiment, sur un tournage du Golden Show, où il y a une cicatrice à faire sur un comédien, sur David Marsay, du Palma Show. Et je lui dis, il lui faut vraiment cicatrice, là, qui traverse l'œil et tout. Elle me fait non mais t'es mignonne, mais une cicatrice, c'est-à-dire, je veux dire, c'est quoi, elle date de quand? Et je fais, je sais pas. Tu sais, sur le moment, j'étais un peu saoulée, tu vois. C'est bon, une cicatrice. Une cicatrice, quoi. Non, mais je veux dire, ça lui est arrivé il y a 3 jours, il y a 3 semaines, il y a 3 ans, il y a 30 ans. C'est un sketch d'époque. C'était un sabre, c'était une pierre, c'était un couteau, c'était un machin, c'était un couteau à huître et tout. Putain, sérieux, quoi. Et en fait, ce jour-là, Marjo, elle m'a donné une leçon de technique de malade.
Mais vraiment, et on en reparle souvent parce que vraiment, ce jour-là, j'ai compris que, bah non, en fait, tu demandes pas à un technicien de faire, ouais, bah fais, je sais pas, enfin, tu me trouves un truc qui marche, quoi. Non, enfin, les mecs, c'est des warriors, quoi. Faut les écouter, en fait. Toi, c'est pas ton métier, eux, ça l'est, donc écoute-les, en fait. Et donc, ces réunions de pré-prod, moi, j'adore ces réunions. Parce que... Des vrais choix. Ouais, tout le monde déjà y met de la bonne volonté. Tout le monde est OK pour trouver la meilleure solution. Et surtout, tout le monde est force de création. Et toi, l'idée que tu avais du truc, eux, ils le rendent encore mieux. C'est ouf. Une fois que toutes les décisions sont prises sur comment on va faire quoi, et après, tu as ton planning. Après, qu'est-ce qui se passe? C'est juste... après, tu n'as plus grand-chose à faire ou c'est plus tout le monde qui va chercher les accessoires, la déco? Est-ce que tu te charges? Enfin, j'imagine que ça dépend de la grosseur des projets. Tu peux avoir des gens qui font du repérage pour toi ou des fois voilà. En fait, ça dépend vraiment du budget et de la grosseur des trucs. Sur le Tour du Bagel, il y a tellement d'exigences et un haut niveau, tout ça, qu'on prend on a 2 régisseurs généraux en fait qui font les repérages en même temps. D'accord. Donc ça, c'est hyper cool. Heureusement qu'ils sont là, mais c'est la seule émission sur laquelle c'est le cas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que sinon, sur toutes les autres émissions, t'as pas les budgets. Enfin, sur YouTube, t'as pas le budget d'avoir des repéreurs à chaque fois, c'est mort en fait. En général, c'est les prods qui le font. Enfin, la réunion de pré-prod c'est en gros comme la grosse répète générale, et après chacun fait ce qu'il a à faire, donc les costumiers, les trucs, les régisseurs et tout. Et tout le monde se garde en contact. Clara Lesage, donc qui est la référente prod de ce projet, en fait, est complètement la personne centrale du truc. Et donc elle fixe les priorités, ce qu'il faut faire, ne pas faire, tout ça, jusqu'au moment du tournage en fait. Et sur le tournage, concrètement, en tournage, il y a des choses à faire en tant que prod ou c'est plus l'assistant réal, les régisseurs, etc. Qu'est-ce que fait un prod sur un tournage? Alors, un prod sur un tournage, de mon point de vue... C'est plus anticiper ce qui va arriver le jour d'après. C'est ça. En fait, c'est que tu prépares déjà... en fait, en prod, tu as toujours limite 3 coups d'avance, en fait, parce que tu es obligé, du coup, d'anticiper. Et il faut que tu sois garant du bon fonctionnement du tournage en fait. Donc c'est toi il va avoir le final cut d'organisation en fait. Et du coup ça va être la personne référente sur tout en fait. Puis c'est la personne qui tient le budget. C'est ça aussi le gros truc, c'est-à-dire que tu gardes dans ta tête, t'as un tableau Excel ambulant, c'est-à-dire que tu sais exactement tout combien ça coûte, là où tu peux te permettre un petit dépassement, parce qu'à la limite tu sais que finalement t'as pas utilisé le Ronin que t'avais prévu sur ce truc-là, donc tu récupères un peu des trucs, mais t'es la responsable du plateau en fait. Est-ce que des fois c'était déjà arrivé de te mettre vraiment en galère, à se dire non bon vas-y on met un peu plus, quitte à avoir moins de marge, et puis à la fin d'être baisé parce qu'il y a eu un imprévu, ça fout tout en l'air? Bah, c'est arrivé. Mais je crois que ça arrive à tout le monde, en fait. Tu vois, où t'as beau anticiper de max, le problème, nos budgets font qu'en fait, on peut pas non plus... En fait, on n'anticipe pas, on est déjà là, en fait. Même au moment où, pour toi, t'as anticipé plus que d'habitude, t'es même pas dans un système normal, tu vois. Donc, forcément, à un moment donné, quand tout tient par une espèce d'opération du Saint-Esprit incroyable, de cette bonne volonté des techniciens et tout ça, forcément, il y a un moment donné où ça va foirer, mais c'est pas grave, en fait. Enfin, c'est-à-dire que... Ça, c'est pareil, je l'ai lu ça dans Creativity Inc. d'Ed Catmull, j'adore ce bouquin, c'est ma bible, là, en ce moment. C'est qu'en fait, c'est pas trop grave de se vautrer, en fait. Enfin, moi, j'avais vachement peur de l'échec en prod, justement, ce genre de truc de genre, imagine, j'ai pas prévu ce truc-là, ou imagine, même machin, la météo, je veux dire, tu prévois de tourner en extérieur. Non, mais ça, par contre, c'est le truc que tu pourras jamais... C'est le quoi. Ah, mais ça, c'est la pire des configs, c'est ça. Ça et... Ouais, c'est ça, en fait. Je vois pas d'autres trucs, quoi. C'est horrible, la météo. C'est une angoisse permanente, quoi. Mais, dans l'échec, de dire que tu prévois pas assez, ou merde, ou peut-être que t'aurais dû... Finalement, quelqu'un t'avait dit, fais comme ça, et toi, t'es resté borné. En fait, c'est pas grave de se vautrer. Ce qui est important, c'est ta capacité à transformer l'échec en chose positive. C'est ta capacité à rebondir derrière. Enfin, c'est le côté fail-up américain, tu vois, où genre, c'est un fail, ok, mais maintenant, comment on fait maintenant? Maintenant, ce qui est important, c'est le projecteur, il est sur toi quand il faut gérer trouver la solution, en fait, tu vois. Et c'est ça le truc hyper important. On parlera peut-être après des budgets du web, etc. Et donc, tu parles de flux. Comment tu fais pour... parce que sur Internet, donc, ça demande... ce qu'on appelle le flux, c'est d'avoir du contenu régulier, quoi, et le plus fréquent possible. Comment tu fais pour arriver à garder de la qualité tout en ayant des flux? Est-ce que ça passe par les auteurs? Enfin, comment tu gères ça? Est-ce que c'est le rôle du prod aussi j'imagine, de faire attention que la qualité reste là, quoi, même si on doit faire 10 000 vidéos
par semaine. C'est le rôle du prod de faire que la qualité reste là et surtout qu'elle augmente en fait. Oui, aussi. Enfin, c'est surtout ça le truc. Il faut arriver à optimiser de plus en plus, à relever aussi des défis. Et c'est une autre organisation en fait, si tu veux. Quand je raconte le Golden Show à cette époque-là, ou la première saison de Studio Bagel que moi j'ai faite, ou après là, la fin, c'est déjà pas du tout le même nombre de gens impliqués, donc au niveau des ressources humaines. Donc t'as plus du tout, c'est plus la même organisation. C'est-à-dire que t'as des postes qu'on appelle transversales, c'est-à-dire par exemple le mien est un poste transversal, c'est-à-dire que t'es pas prod exé que de la chaîne YouTube ou de Speakerine ou tout ça, c'est qu'en fait tu fais toutes les autres chaînes aussi de création digitale de canal, donc tu as vraiment plusieurs choses. Et en fait c'est juste que tu t'organises différemment, c'est-à-dire que sur chaque émission il y aura une prod référente, aussi quelqu'un qui va manager la chaîne entre guillemets, qui va s'occuper de tout ce qui est gestion d'image, de community management, de choses comme ça et tout. Et du coup, en fait, c'est chacun. T'es obligé de responsabiliser d'autres gens, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que du coup, c'est pour ça qu'il faut bien recruter les gens et bien les former. C'est parce qu'après, du coup, tout le monde se fait relais d'une boîte, en fait. Et tout le monde est garant de cette qualité-là, en fait. C'est pas que. C'est ce que je disais. Moi, j'aime pas trop le côté. La hiérarchie m'intéresse très peu. Et c'est ce côté chouette de travailler en hiérarchie horizontale, entre guillemets. C'est que chacun est garant de l'image de la boîte, en fait. Sinon, je trouve ça horrible en fait. Moi, quand t'as un truc où tu dis faut que tu fasses ça parce que c'est ton taf en fait. Parce que je l'ai décidé, pas très cool quoi. Vaut mieux impliquer la personne. Tu vois. Responsable. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de tout ce qui est financement du coup des vidéos web et aussi toutes les vidéos qui se font avec la télé. Enfin, comment on finance une vidéo sur Internet ? C'est une très bonne question et c'est une question qui n'a pas véritablement de réponse pour l'instant. Il y a plein d'ébauches de réponses, ce qui est déjà positif, ce qui fait que certains d'entre nous, maintenant, sont payés pour travailler sur Internet. Donc, il y a déjà quand même des éléments de réponse qui ont été amenés dans les dernières années. Mais le business model d'Internet n'existe pas encore vraiment. C'est-à-dire qu'il est très instable. Il reste très faible par rapport à tout ce qui est télévision. Complètement. Ouais. Il y a encore, même si maintenant, quand même, les gens, chaque chaîne investit quand même dans un secteur digital. Tout le monde se rend compte quand même que le linéaire, ce qu'on appelle le linéaire, c'est-à-dire la télé, en fait, les émissions télé de flux, en fait, d'autres générations, en tout cas, moi, je sais que j'ai une télé chez moi, mais pour moi, ma télé, c'est un objet, c'est-à-dire que c'est un écran où je regarde Netflix dessus. D'accord. Donc après, on n'est pas tous comme ça, mais notre génération quand même tend à ça, tout le côté catch-up, replay, Netflix, OCS, ce genre de trucs. Donc les chaînes ont bien conscience que de toute façon, il va falloir investir. En fait, c'est même plus que le business model, c'est même pas que le business model Internet qui est instable, c'est en fait pour moi tout le business model audiovisuel. D'accord. Mais même pas que français, un peu mondial en fait. On est tellement dans la révolution à Internet vraiment a tellement changé la donne que là tout le monde est en train d'essayer de trouver des solutions et on cherche en fait. On sent, ce qui est positif, c'est qu'il y a une volonté de recherche de solutions et de recherche de comment on fait en fait, parce que vraiment cette génération Internet, le fait de créer sur Internet, il faut qu'à un moment donné les gens et de l'argent pour le faire en fait. Ça peut pas tenir que sur la bonne volonté des gens en fait. Donc les chaînes se positionnent, pas encore hyper franchement sur des trucs, ou en tout cas peut-être en donnant pas encore assez de liberté financière aux choses. Moi j'espère que ça va arriver, tu vois. Mais par exemple, en comparaison, si tu produis du financement pour, je sais pas, un téléfilm ou, peut-être parlons de format plus court, mais on va dire un gars, une fille, par rapport à des formats sur Internet, ce serait quoi la différence de financement ? Pourquoi il y a plus de budget à la télé ? Pourquoi il y en a moins sur le web ? Est-ce que tu saurais qui investit, qui finance ? Qui finance Internet ? Est-ce que c'est que du préachat ? Non, par exemple la télé. La télé, c'est du préachat. Il y a beaucoup de préachat, c'est clair. Donc c'est les chaînes qui préachètent les programmes. Oui, c'est même. Et c'est la seule source de financement ? Est-ce qu'il y a le CNC aussi qui finance ? Il peut y avoir le CNC. Il peut y avoir des aides régionales. D'accord. Il
il peut y avoir des copros, ça peut être des copros, ça peut être plein de choses comme ça, dans un système classique. Il y a un truc qui est fait par la pub, tu vois, ou la pub avant, le skip d'IA d'avant, ça se monétise, se vend aux enchères, blabla. Enfin, il y a tout un truc de pub que moi je maîtrise aussi pas hyper bien, en fait, il y a des gens pour le faire, tu vois. Mais clairement pas en fait. En fait, si tu veux, c'est là où c'est compliqué de répondre à ces questions, c'est que vraiment, dans toutes les écuries, entre guillemets, Golden Moustache, Studio Bagel, French Bowl, les trucs comme ça, on n'a pas du tout tous le même business model en fait. Au départ, Studio Bagel a été créé sur un appel d'offres où YouTube a donné une avance sur recette, tu vois. M6, c'est Adrien Labastire qui a pitché cette idée à M6, qui a dit carrément, ok, nous on va mettre un peu des billes dedans. En démol Beyond, donc sur French Bowl, on développait, on fait un peu entre guillemets du mécénat sur le truc, tu vois. Bon, après on fait des copros avec France 4 Nouvelles Écritures aussi. Donc en fait, il n'y a pas... Il n'y a pas qu'une seule façon. Mais pour l'instant, parce que là tu dis donc c'est du mécénat ou alors Canal+ ou M6 qui mettent de l'argent dedans, mais ils font ça à perte du coup parce qu'il n'y a pas forcément les revenus derrière qui viennent ou... Donc c'est un pari pour toi plus sur l'avenir, sur on crée nos communautés. C'est presque un peu de la recherche et développement en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que Canal, pour ensuite faire passer en télé ou au voilà, ciné. C'est ça. Et en fait, il y a une politique de faire monter un peu des artistes, de les aider à créer des trucs, tester des formats, des concepts. Si ça marche, pouf, ça bascule à l'antenne. Et là, que ça soit pour le talent ou pour la chaîne, il y a une espèce d'accord gagnant-gagnant, comme on dit, il est horrible ce mot, mais bon voilà, où du coup, c'est une belle évolution pour tout le monde en fait. Et c'est comme un incubateur en fait, il y a un truc un peu comme ça, tu vois. Et après, ces gens-là, potentiellement, pourront faire des films avec Studio Canal. Enfin, tu vois, c'est vraiment une... Chez Canal, il y a vraiment une stratégie de suivi d'artistes, tu vois, où tu fais vraiment du suivi, où tu... Il y a un petit côté écurie, tu vois. Et moi, j'attends, en fait, plus de voir comment tout le monde se positionne sur ce marché-là d'Internet, en fait, où c'est bien rigolo de faire des vidéos et tout, c'est cool, mais en fait, on n'a vraiment pas les mêmes budgets que... Ça, par contre, pour le coup, je le sais. On n'a vraiment pas les mêmes budgets qu'en télé ou qu'en fiction normale, en fait. Et ça commence à être un peu pénible, en fait. C'est que, du coup... j'ai beaucoup entendu, c'est bien, Vanessa, elle sait faire rentrer des ronds dans des carrés, ou ah ouais, toi t'es la prod low cost et tout, je trouve ça horrible, en fait. Enfin, tu vois, il y a un moment donné où tu dis, ok, j'étais ok, donc moi, on a un pour petit faire budget, mes preuves, on va te le confier à toi, quoi. Tu vois, qu'on fasse nos preuves, cette équipe, mais que ça soit, mais même pas que moi, enfin, toutes les prods d'Internet vont se reconnaître là-dedans, tu vois. C'est qu'en fait, à un moment donné, tu te sens responsable, en fait. Il y a un truc où tu te dis, ok, on l'a fait, parce que là, franchement... Nous, on a commencé à faire des vidéos sur Internet parce que de toute façon, on pouvait envoyer des dossiers en télé, les gens ne les lisaient même pas. Et qu'en fait, on avait juste envie de faire des trucs avec nos potes. Donc en fait, c'est parti où on avait besoin ni de producteur ni de diffuseur, puisque de toute façon, YouTube était le diffuseur et nous, on était nos autoproducteurs, on faisait avec 3 francs 6 sous, tu vois. Et ok, ça c'était il y a 15 ans jusqu'à il y a 5 ans. Après, quand les chaînes ont commencé à se dire... ok, il y a un truc, parce qu'elles sont quand même pas cons, hein, enfin, les chaînes, il y a quand même une carte vraiment à jouer. En tout cas, en termes d'image, si le business model n'est pas fixe, en tout cas en termes d'image, faut se positionner sur le digital, t'as pas le choix en fait, enfin, c'est comme ça. Tu dis, bah c'est bien, nous on te fait des contenus, Ludoc va te faire des super réals, tout le monde va faire des super trucs, mais pour 3 fois moins d'argent, à un moment donné, t'as envie de dire, bah il y a peut-être un petit problème, non ? Enfin, tu vois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas si bien que ça ce qu'on fait ? Enfin, quel est le message, tu vois, derrière ça ? Et je pense que c'est pas... Il n'y a pas de la mauvaise volonté derrière ça. Je pense que c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que le business model, en fait, est instable de partout, même en télé. Donc, en fait, personne ne peut vraiment prendre de décision à l'heure actuelle. Mais quand même, tu as envie de dire... si c'est nous, Internet, dès que t'es brandé avec une boîte de prod Internet, tu vas aller voir des gens, ils vont te demander de casser les prix, en fait. Ouais, c'est ça. Et est-ce que du coup, le risque, c'est pas de baisser tout le marché aussi en termes de budget en disant, mais regardez, les gens du web, ils font ça pour rien, pourquoi on paye aussi cher ? Si, mais ça, tu l'entends. Tu l'entends clairement. Moi, ça me rend dingue, mais tu l'entends beaucoup. Et encore une fois, ça tient sur la bonne volonté des gens. Et moi, je trouve ça trop bien qu'on n'ait jamais fait, on n'ait jamais considéré l'argent comme un frein. On s'est toujours dit, ok, il n'y en a pas, tant pis, on le fera, on trouvera une solution. On trouvera des potes, on trouvera des trucs, on dormira pas, c'est trop bien. Et on ne pouvait pas faire autrement. Donc moi, je ne suis pas en train de dire que ça aurait dû se passer autrement. Au contraire,
Je pense qu'on a gagné en légitimité en montrant qu'on l'avait fait comme ça, avec nos petites mains et avec énormément de cœur, tu vois. Donc ça, c'est cool. Par contre, ça, à un moment donné, t'as une limite. C'est-à-dire que c'est hyper cool. Genre les dissociés, par exemple, Mortel, on montre qu'on peut faire un programme long, un format long sur Internet. C'est ouf. En plus, ce qu'ils ont fait, c'est juste dingue, vu les moyens et tout ça. Parce que eux, c'est que du financement, placement produit. Mais moi, je trouve ça chouette, parce que du coup, ça permet de montrer que les créateurs d'Internet savent écrire une histoire, savent en réaliser une, et savent jouer. Avec peu de budget. Ouais. Avec que dalle, mais que s'il y avait eu plus de budget sur les dissociés, ça aurait été encore mieux, en fait. Bah oui. Et du coup, c'est bien que ça existe. Moi, je suis trop contente. Mais j'espère que... Enfin, et c'est ce que les garçons sont pareils. Hein, ils veulent pas que ça soit une excuse pour dire « Ok, on peut faire un film avec 150 000 balles. » quoi. Non, c'est faux, en fait. C'est complètement faux. Eux, ils l'ont fait parce qu'ils avaient vraiment envie de le faire et qu'ils sont entourés de gens qui voulaient absolument le faire et parce qu'on a tous envie de voir du long sur Internet et que on espère que maintenant, il y a des gens qui vont faire « Ah ouais, putain, ok, bon, moi, j'investis dedans. » Mais le problème, c'est qui va investir sans, en contrepartie, avoir une contrepartie, en fait. Donc quel est le modèle en fait ? Est-ce qu'on est tous pour la gratuité de YouTube ? Mais après il y a l'arrivée de YouTube Red, tu vois ? Est-ce que ça va être des choix comme un peu par exemple Canal+, où eux, leur offre cryptée est une offre premium ? T'as toute la création originale Canal, les séries elles sont incroyables, tu vois, par exemple, en termes de prod, mais il faut être abonné. Parce que sinon, tu vas pas, si t'as YouTube en gratuit, tu vas pas t'abonner à YouTube Red si c'est la même chose. Faut que ça soit de l'exclu. Des trucs exclusifs de tes youtubeurs préférés. C'est la grosse question, quoi. Est-ce qu'il y aura un YouTube voilà. qualité, où est-ce que ça YouTube sera, du pauvre voilà, où est-ce que où ils vont mettre vraiment des financements en disant ok, on va produire la grosse fiction comme ferait Netflix. Parce que nous on est tous un peu tout le temps sur Netflix. On espère aussi que eux, je sais pas en fait. On sait pas vraiment en fait comment on se positionne les trucs. Mais moi, par exemple, de mon point de vue perso. Ne regardons pas la télé. Pourtant, en ayant bossé, en fait, du coup. Je suis vraiment abonnée genre, à Netflix, à OCS, tu vois. À la base, j'ai pris OCS juste pour Game of Thrones plus 24, tu vois. Et en fait, après, je me suis dit, ah putain, il y a Silicon Valley, je voulais regarder cette série, tu vois. Et j'ai commencé à regarder Silicon Valley, après The Nick, après machin. Et en fait, du coup, je sais même plus combien c'est OCS, je crois que c'est 12 € par mois. D'accord. Et je suis restée abonnée, en fait. Parce que... je suis contente de voir ça sur ma télé, en HD, en mode binge de porc, tu vois, et voilà, quoi. Et donc, mais t'as l'impression qu'il faut encore quelques années pour que tout soit bien... Ouais, et puis ça va continuer d'évoluer, forcément. Et en plus, ça va continuer d'évoluer, en fait. Il va y avoir d'autres positionnements, il va y avoir d'autres choses. Puis d'autres plateformes... si Facebook commence à monétiser, si Amazon sort son truc... En fait, c'est ça, c'est que Internet, depuis... 5 ans, on va dire, depuis que ça devient vraiment visible et tout, tu sais que chaque interview que tu fais, elle est caduque 6 mois après, en fait. Parce que ça se réinvente tout le temps, en fait. Et du coup... Faut que je la poste très vite, alors, celle-là. Non, mais tu vois, en plus, j'apporte pas vraiment de réponse, parce que pour l'instant, en fait, on sait pas véritablement... même là, le CNC commence à lancer des vidéos sur leur chaîne. Donc, ils créent leur chaîne CNC Talent. Donc, ça a l'air cool. Mais on ne sait pas encore véritablement ce qui va être proposé. Mais c'est cool. Le CNC... s'intéresse au web. C'est vachement, c'est un message hyper fort. Donc en fait, moi, je pense toujours dans ce truc de genre, il faut toujours penser aux choses positives. Faut être réceptif à ce genre de message, tu vois. C'est que le CNC, c'est une énorme institution, très statutaire. Cool, là il nous donne un message qui est hyper positif pour nous en fait. YouTube Red, on va voir ce que ça va donner. Netflix, a sorti Marseille, il y aura peut-être d'autres choses qui vont sortir parce que pas l'impression que Marseille fasse l'unanimité. Et je pense que ça a coûté énormément d'argent, donc moi j'ai envie de leur dire, je pense qu'effectivement, donner cet argent à d'autres gens et regardez, il y a des gens qui ont fait un long sur Internet comme Les Dissociés, ou il y a des gens qui font 1 milliard de choses, comme Poulpe par exemple. Poulpe, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui œuvre énormément pour l'Internet français depuis 15 ans, quoi. Et tu te dis, ouais, ces gens-là, qui sont force de travail, qui ont déjà écrit je ne sais pas combien d'arcs de séries, qui ont joué dans je ne sais pas combien de projets. Il y a des gens qui ont eu aussi des rôles dans des longs métrages. Ludo, il a fait son premier long métrage. Il y a vraiment des ponts qui se créent dans tous les sens. Et là, tu as juste envie de dire...
et donc du coup les gars, on fait partie de votre clan ou pas? Tu vois, j'ai un peu ce sentiment-là en fait, où du coup, nous côté Canal création digitale, donc moi c'est aussi pour ça que j'ai préféré faire un break. Bon déjà parce que j'ai beaucoup travaillé pendant 8 ans sans trop dormir, et que à un moment donné il y a énormément de choses à produire, à faire, et que tu n'as plus de recul. Et en fait je trouve être productrice exécutive ou dire prod sans vision parce que tu es fatigué, je voyais plus trop. Tu perds le sens en fait. Et si t'es prod et que t'as pas de vision, pour moi t'as perdu ton super pouvoir en fait. Et si c'est juste pour faire, pour livrer à la chaîne, moi je me sentais plus à ma place en fait. À un moment donné, même si t'arrives à un poste trop cool, c'est-à-dire que du Golden Show tu finis productrice exécutive du digital de Canal+, c'est cool. Mais en même temps, au moment où j'ai eu ce poste, j'ai fait. Parce que voilà, comme je disais, moi mon cœur il est resté avec Davy, Poulpe dans cette cave du Golden Show, et que moi j'ai pas beaucoup d'ambition. Et mon ambition, c'était surtout pas d'être noyé dans un flot continu de prod et limite d'industrialiser un secteur qui, pour moi, était très artisanal et devait le rester. Et ça veut pas dire que je dis qu'il faut pas avoir de budget, c'est qu'on peut être très artisanal, mais avec des budgets. Mais juste être, à un moment donné, il faut savoir reconnaître quand t'es plus à ta place. Donc t'as arrêté Canal pour retrouver du sens. Est-ce que tu sais vers quoi tu vas aller du coup? Mais même carrément du sens à ma vie, c'est-à-dire que j'ai vraiment... Voilà, quand tu vois mon parcours hyper chelou, t'as un peu un truc... j'en étais un peu au point où je me disais, merde, je me suis retrouvée à être prod audiovisuel, j'ai pas demandé, c'est un peu Davy et Poulpe qui ont décidé à ma place en fait. Et en fait, est-ce que j'ai vraiment voulu ça? En fait, je le faisais parce que c'était ça. J'ai mis un pied dedans et d'un coup, ça a fait pouf 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 comme ça, boule de neige, tu vois. Et là, je m'étais vraiment dit, il y avait beaucoup de gens en fait dans création digitale de Canal+, et je m'étais dit, c'est ça. Est-ce que la production c'est vraiment mon métier? Et du coup, là, j'ai profité de ce break de quelques mois en fait pour me poser ces questions-là en fait. Est-ce que j'aime mon métier? Est-ce que c'est là où je veux évoluer? Est-ce que je suis légitime? Est-ce que c'est ça? Pas répondre à comment tu fais ce métier, mais pourquoi je le fais? Et pourquoi je le fais? C'est parce que j'adore mettre en œuvre des scénarios, j'adore créer des équipes, j'adore libérer la parole, j'adore être... que les gens puissent se reposer sur cette équipe, tu vois. Enfin, j'adore être sur des tournages. L'endroit où je suis le plus heureux sur Terre, c'est dans une réunion d'écriture. Enfin, donc tu dis, ok, c'est ça. Mais par contre, je le ferai... je sais pas encore comment, en fait. Finalement, le comment m'importe moins, maintenant. Je me dis juste que j'adore faire ça et je verrai comment je le ferai... Là, tu vois, dans mes moments de break, où du coup, tu regardes des choses, tu regardes des séries, tu lis des bouquins, tu prends du recul, tu te nourris d'autres choses, tu t'ennuies, en fait. Hyper important de s'ennuyer, en fait. À un moment donné, je m'ennuyais, j'étais trop occupée, en fait. Et c'est hyper important de t'ennuyer. Bah, tu te dis, putain, moi aussi, j'ai envie de raconter des trucs, tu vois. Et là, je commence à m'avouer à écrire un peu. Ouais, j'adore être dans une salle d'écriture en tant que prod, mais putain, ça me titille, quoi. Et en plus, les gens avec qui je travaille me tendent la main aussi sur ces trucs-là, tu vois. Et ça, je pense qu'il faut que je le fasse, il faut que je me sorte un peu les watts du cul, quoi. Mais il y a un côté flippant. Parce qu'autant la prod, j'ai pas peur. Il n'y a pas grand-chose qui me fait peur en prod, en fait. Parce qu'en fait, tu trouveras tout le temps une solution et t'as ton équipe. En tant que scénariste, t'as quand même un truc... un peu flippant, et ce fameux truc d'exposition qui, moi, m'est pas très à l'aise, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une évolution par rapport au processus d'être rendu connu et d'être bankable et tout, avec Internet? Autrefois, est-ce que les télés allaient choisir peut-être des talents qui repéraient eux, qui n'étaient pas suivis, qui n'étaient pas connus, et ils se disaient, tiens, eux, ça peut marcher, on les propulse en télé, et du coup, ça a construit une audience autour de ces gens-là. Mais aujourd'hui, c'est les gens eux-mêmes qui doivent créer leur communauté, etc. Et ma question n'est pas une question. Mais je crois que j'ai compris un peu le fond. Donc comment on fait? Parce que finalement, peut-être il y a une époque où peut-être on pouvait avoir vachement de talent et on allait voir des gens qui savaient le détecter et qui nous produisaient et c'était parti. Et aujourd'hui, on doit faire nos preuves nous-mêmes sans budget pour construire limite notre communauté et ensuite on aura le budget pour financer nos créations. Ouais, c'est ingrat, hein. le parcours est semé d'embûches, mais le parcours est possible. En fait,
Je pense que c'est une question qu'on me pose souvent, en fait, parce que tout le monde se demande comment faire pour faire des vidéos sur Internet. Je pense qu'il ne faut pas changer de ce que, comme nous, on a fait au tout début, c'est-à-dire en fait, s'entourer de potes, s'entourer de gens que tu rencontres sur cinéaste.org, des gens que tu vas rencontrer dans des écoles de ciné, des gens qui ont envie de s'investir, des gens qui ont envie d'écrire. Donc déjà, te créer ton petit monde, en fait, ta bande de potes qui ont envie de faire des trucs, et juste les faire, en fait. Moi, souvent, on me dit, comment tu fais ? En fait, filme-toi avec tes potes, en fait. Crée un truc, écris une bonne histoire, en fait. Y a encore quelqu'un qui m'a demandé ça hier, et je lui disais, en fait, déjà, écris juste une bonne histoire. Essaye que ça se tienne, qu'il y ait un scénar, essaye que ça joue bien, si possible, dans la vidéo. Teste. Enfin, vautre-toi, vois ou machin, rebondir, refais des trucs, fais des choses simples au départ, pars pas sur des espèces de... Te dis pas genre, ah non mais ça marche que si j'ai des bêtes défixes sur ce truc-là. Si ton premier truc, il y a des bêtes défixes, essaye de redescendre à un truc plus simple, et juste de voir si ton écriture fonctionne en fait, si ton équipe fonctionne, des choses comme ça en fait. Ça, je pense que c'est déjà la première étape, c'est-à-dire que en fait, tu ne peux pas... Effectivement, tu peux pas t'acheter une communauté, en fait. C'est la seule personne qui te juge sur Internet, c'est le public. Donc c'est toi, si tu fais un truc bien, moi je me dis, il y a de fortes chances en fait que des gens à un moment donné se rendent compte que tu fais un truc bien en fait. Parce que ça marche comme ça en fait. Donc à la base, de toute façon, la premier step, c'est de faire. Donc pas attendre qu'on te file des moyens, parce qu'en fait, ça n'arrivera jamais, ça ne nous est même pas arrivé à nous. Donc on a dû faire 25 milliards de vidéos avant d'être repérés par des chaînes. Donc, de toute façon, je pense, on dit ça, mais je pense que c'était même comme ça avant, dans le sens où pour être repéré par une télé et tout, on demandait montre-nous ce que tu as déjà fait. Bien sûr, donc, il y avait peut-être plus une tradition de finançage de pilotes, par exemple, financement. Il y avait plus ça. Maintenant, effectivement, moins. En fait, les gens, effectivement, YouTube est devenu un espèce de casting géant, en fait. Mais en tout cas, c'est le préalable, c'est ça, c'est déjà de faire des choses. Pour finir, est-ce que tu pourrais donner des conseils à la fois pour des gens qui voudraient se lancer dans la production web, donc en tant que prod exécutive ou prod ou assistant réal ou enfin vraiment organisation de tournage, et puis aussi pour peut-être des jeunes qui veulent se lancer en tant que réal, en tant qu'auteur, comment tu débutes? Donc soit tu essaies de créer peut-être ta chaîne, mais si jamais tu veux, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'envoyer, je sais pas, ton scénar à Bagel, à Golden, et direct d'être... Quels sont les moyens d'accéder à tout ça, quoi? Alors, sur la partie prod, les conseils prod, alors si tu fais une école, tu as accès à des stages, donc faire le maximum de stages, le maximum, vraiment. Soigner ses candidatures. Pas envoyer la même à chaque fois, faire attention à qui tu mets en en-tête, voilà. Essayer d'être innovant, parce qu'en fait... Comment tu filtres, toi, si tu reçois un... Tu dois recevoir plein, ou c'est même pas toi qui filtrais? Si. En fait, à la fin, non. Quelqu'un me faisait un premier filtre, mais sinon, en fait, c'était... moi, je demandais pas de lettre de motivation, parce qu'en fait, les lettres de motivation, on fait tous la même, c'est-à-dire de nature dynamique, volontaire et responsable. Enfin, tu n'apprends rien sur la personne, c'est chiant. Donc, nous, dans l'annonce, on mettait... on demandait un paragraphe argumenté sur pourquoi tu veux rentrer à Bagel, pourquoi la prod, ça t'intéresse, des trucs comme ça, en fait. Et du coup, les gens se lâchaient. Il y avait des gens qui nous tutoyaient, mais c'est pas dérangeant. Enfin, c'était vraiment genre, ok, je mets mon cœur sur la table à ce moment-là, quoi, et je joue mon truc et c'est cool, quoi. Donc ça, je trouve que déjà, c'est une bonne manière de filtrer. Donc faire attention à ces candidatures, relancer, parce que les boîtes reçoivent beaucoup de candidatures, donc faut pas hésiter à relancer. Ensuite, qu'on ait fait une école de prod ou pas de prod, s'investir bénévolement sur des tournages, en fait. Donc pas hésiter à, si on n'a vraiment aucun contact dans ce milieu, quand même aller rencontrer des gens, soit en école, soit sur cinéaste.org, soit zoner sur Internet, voir des gens qui te font rire, aller en convention. Tout le monde a besoin d'un coup de main de prod, tout le monde a besoin d'aide à un moment donné, tout le monde a besoin de bras ou d'un cerveau frais qui, à un moment donné, quand tout le monde est sous l'eau, qu'il y ait quelqu'un qui arrive, donc tout le monde, personne ne fermera la porte à ça. Donc être hyper volontaire. Donc ça, c'est le truc de la prod, en fait, je pense, quoi. Commencer où on peut. Après, si on a déjà de l'expérience, postuler, tout simplement.
postuler. Pas hésiter à postuler en stage, même si c'est tragique que ça passe par là. Mais en tout cas, il y a quand même des gens, et vraiment, il y en a, qui embauchent leurs stagiaires. Vraiment. En tout cas, à Bagel, quasiment 100% des stagiaires ont été embauchés. C'était pas le but de prendre un tampon. C'était vraiment de former des gens. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, des contrats. Quand t'es prod, quel type de contrat t'as? Est-ce que t'es intermittente? Est-ce que t'es en CDI? Est-ce que t'es en CDD? Comment ça se passe? Alors, quand on est prod, en fait, il y a plusieurs... Ça va dépendre, c'est toujours pareil, ça va dépendre des budgets, des boîtes, des diffuseurs, de plein de choses. Donc, on peut avoir un statut intermittent, c'est-à-dire qu'on peut être embauché à la pige sur un projet. Par exemple, il y a un tournage de 4 jours la semaine prochaine, on va prendre un prod sur 4 jours, 4 jours en prépa, 4 jours en prod par exemple, enfin ça dépend des budgets, là je dis un peu au pif. Ou ça peut être des contrats de saison, par exemple de fin août à mi-juillet, on va dire une saison en général c'est ça. Ça peut être des CDI, ça va dépendre des prods, ça peut être des CDD. Il y a un peu tous les types de contrats en fait. Sur un film, tu vas souvent être en intermittence, mais en même temps si t'es prod dans une énorme boîte, peut-être que tu es déjà en CDI, enfin, il n'y a pas vraiment de... D'accord. Voilà. Tout est possible. Ouais. Et donc, comme autre conseil, parce que tu parlais que c'était bien d'avoir touché un peu à tout pour être prod, finalement, pour connaître tous les métiers. Ouais. Comment on fait pour toucher à tout et tout savoir? Parce qu'on n'a pas aussi beaucoup parlé de la post-prod, mais est-ce qu'en tant que prod, tu gères aussi tout ce qui est post-prod? Tu vas trouver, ou pas forcément trouver, mais gérer le workflow et dire, bon, voilà, il y aura le monteur, ensuite on va mixer... Et donner des deadlines et tout. Oui, bien sûr. Sur Internet, dans le secteur digital, en général, le directeur de production et le directeur de post-production. C'est la même personne, tu veux dire? Ouais. D'accord. Après, tu te staffes. Donc, c'est-à-dire que là, à Bagel, par exemple, il y a une chargée de post-production avec 2 assistants de post-production. Donc, pareil, où du coup, elle est garante de ce secteur-là. Mais effectivement, tu suis vraiment de A à Z. C'est ça, de toute façon, le métier de prod. C'est vraiment suivre de A à Z, de l'écriture à la livraison, fini, tout le produit fini. Au fameux PAD. Le fameux PAD. et du coup, oui, les monteurs, les mixeurs, les talos, tu as tout ça, effectivement, à budgéter, à prévoir les délais. Donc, il faut que tu saches combien de temps ça dure. Exactement. Généralement, un montage de temps de page, de scénar ou de 30 minutes. C'est ça. Et ça, c'est beaucoup l'expérience, du coup, à force de faire. Et après, pour revenir à ta question sur refaire tous les postes... De toute façon, si tu es sur des petits tournages, tu vas forcément passer un peu sur... C'est ce que j'allais te dire, en fait. Après, il y a plein de prods qui sont sortis d'école et qui ont tout de suite été embauchés en tant que prod, qui n'ont jamais fait tout ça. Enfin, de tous les postes, en fait. En fait, il n'y a pas de schéma. Moi, je suis passée par là et ça m'a vachement servi. Parce que du coup, tu sais de quoi tu parles avec les gens et tu es légitime aux yeux des gens. Et je trouve ça toujours hyper important. Moi, sur chacun des tournages, j'ai été l'assistante de quelqu'un. À un moment donné, je me mettais en strict opérationnel où j'étais assistante de l'électro ou Nadja Hanan, par exemple, qui est chez FOP. Une fois, j'ai été son assistante cam pour comprendre les objets. Les focales, puis en plus elle est hyper intéressante dans sa manière de traiter la lumière, donc c'était vraiment mortel. J'ai été assistante costume, assistante make-up, mais parce que moi c'est beaucoup moi qui demandais en fait. Bon, on n'avait pas le choix, mais il y a des fois où c'était moi qui, je savais que j'avais un faible sur un truc. D'accord. Donc t'apprenais. Rémi Argot m'a appris plein de trucs de montage aussi, par exemple. Il m'en parlait beaucoup parce que je savais que j'étais faible là-dessus. Donc il m'en parlait en fait. Okay. Du coup, des conseils peut-être à ceux qui veulent. Comment tu plais en tant que réal, en tant qu'auteur à une prod, ou comment tu vas arriver à convaincre ce milieu que... C'est en faisant, en fait, c'est toujours pareil. En fait, on en revient toujours au même, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire ton truc, mais que ça soit prod réal, auteur, comédien, en fait. Internet a pas lancé que des comédiens, ça a lancé toute une génération de prod, de réal, d'auteurs, de techniciens, hybrides aussi, qui font énormément de choses. Tout le monde a des profils maintenant qui sont hyper complets. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire plusieurs métiers à la fois. Ils peuvent faire plusieurs métiers à la fois. Donc, après, le but, c'est pas de tuer les métiers, en fait, du cinéma. C'est pas du tout le principe. C'est que, pour être flexible, il a fallu qu'on ait tous 25 milliards de casquettes. Et on espère que quand on aura des budgets plus gros, chacun aura la bonne casquette. Mais au moins, ça a appris à tout le monde d'être hybride et de toucher à tout, quoi. Donc, à quelqu'un qui veut toucher une boîte de prod, déjà, effectivement, c'est de montrer les choses, de montrer ses courts-métrages. Par exemple, là, on était invité sur un festival en Ardèche avec Slim, Bernot et Méniel. Tu vois plein de courts-métrages, et ça, c'est cool parce que c'est un putain d'écran avec des professionnels, parce qu'il y a des jurys, il y a des sélectionneurs, des trucs comme ça. Donc ça, c'est bien.
S'inscrire au prix SACD, les trucs comme ça, c'est vachement bien. Tenter des concours, quoi. Ouais, montrer les trucs, envoyer des choses au prod, hein, envoyer à Bagel, à Moustache, en Démol Beyond. Enfin, faut envoyer les trucs. En fait, il faut que les gens voient ton truc. Donc, est-ce que tu conseillerais aussi peut-être d'écrire des choses qui sont faisables avec des petits budgets, de pas envoyer un truc de science-fiction de 90 pages en texte, oui. En texte, commencer par envoyer un truc de 90 pages, ça peut être un peu tendu si t'as pas de matière à montrer, surtout. C'est important de voir l'univers du truc. Il faut peut-être se restreindre aussi en termes d'écriture, en se disant, bon, ok, j'écris pour du web, il n'y aura pas forcément beaucoup de budget, donc je prends pas 10 000 décors, 10 000 trucs. Oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'au départ, voilà, il faut s'atteler à pouvoir faire un premier bon épisode de web-série, pas écrire une série en entier. Faire très vite un premier épisode pour voir si ça se tient, si ton univers se tient. Même si ton univers, il a des FX finalement à un moment donné, mais juste essaye de voir si tes persos, ils se tiennent entre eux et si juste la situation marche. Toujours intéressant de faire des trucs en chant contre chant dans une pièce. Juste parce que ça t'aide à bosser le rythme. Enfin, la comédie, c'est juste une histoire de rythme, en fait. Tu auras beau avoir 36 grues, si t'as pas le rythme, ça sera pas drôle, en fait, tout simplement. C'est pas la grue qui rend drôle. C'est pas du tout ça qui va rendre le truc drôle, c'est vraiment du rythme, c'est vraiment la structure. Donc c'est vraiment bosser le scénario, c'est vraiment la direction d'acteur qui change tout aussi. Donc faire attention aux détails, en fait. C'est pour ça, c'est ce que je te disais, tu vois, genre Warren Flamel, leur premier épisode et tout, qui était hyper bien. J'ai pas du tout fait attention aux manquements de prod, entre guillemets, aux faiblesses de trucs comme ça. Parce qu'en fait, tu vois déjà le potentiel, comme le Visiteur du Futur. Tu vois le premier épisode par rapport à la saison 4. Déjà, le premier épisode, ça a trompé personne, en fait. Enfin, le public direct s'est dit, genre, ah putain, il y a un truc, en fait. Tu vois. Il y a une idée. Et c'était hyper simple, Donc, bosser le scénar, quoi. Et montrer au maximum de gens possible, l'envoyer, montrer à des potes, pitcher les trucs. Merci Vanessa, je te fais un claque dans la main et puis on dit au revoir aux gens. Salut, à bientôt sur Internet. À bientôt sur la toile.